Bienvenue à Chronique en Rose. Ici, nous célébrons la force, la résilience et le courage des femmes. Chaque épisode est un voyage dans l'univers de la santé féminine. Un hommage à toutes celles qui font face aux défis, au silence et aux tabous, avec grâce et puissance. Nous parlerons de tout, des petites victoires aux grandes batailles, en passant par les vérités que l'on cache trop souvent derrière un sourire. Que vous soyez ici pour vous informer, vous inspirer ou simplement trouver un espace où vous sentir comprise, Chronique en Rose est là pour vous. Ensemble, nous explorons ce que signifie être une femme, aujourd'hui et chaque jour, avec authenticité, détermination et une touche de douceur. Accrochez-vous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vie. Bonjour à toutes et bienvenue dans Chronique en Rose, où aujourd'hui on va parler d'un parcours qui m'a beaucoup inspirée d'une femme que j'ai un peu rencontrée entre guillemets par hasard, puisque je ne crois jamais au hasard, sur Instagram. J'avais beaucoup aimé son dynamisme, c'est un peu son grain de folie, et je me suis dit ok, je voudrais beaucoup l'interviewer pour qu'elle vous donne voilà, sa joie, mais en même temps son parcours, ses émotions et puis potentiellement, voilà, c'est sa force. Et donc, j'ai l'honneur d'accueillir Victorine aujourd'hui parmi nous. Bonjour Victorine. Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. Très bien, merci. J'aime bien commencer mes interviews par une question très simple et parfois complexe. Et j'aimerais que tu nous dises qui tu es, Victorine. Alors, qui je suis? Dans les grandes lignes, on va dire que donc, je m'appelle Victorine. J'ai eu un cancer de l'utérus à l'âge de 27 ans, puis un cancer du sein à l'âge de mes 30 ans. Aujourd'hui, je suis en rémission depuis maintenant 2 ans. Parcours de rémission qui est pas forcément évident et dont on ne parle pas beaucoup. Je suis également sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram. J'ai commencé à parler un peu de la maladie avec humour et autodérision. Voilà, parce qu'il me paraît essentiel de garder son sens de l'humour pendant les épreuves et c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidée. Et puis, maintenant, c'est un peu de lifestyle et aussi de parler de l'après. Voilà, de comment aborder, sa féminité, comment avoir confiance en soi, les problématiques qu'on peut avoir aussi, après tout ça. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et c'est déjà pas mal. Déjà, je tenais vraiment à remercier tout ce que tu fais sur tes réseaux. Alors moi, je suis particulièrement sur Instagram parce que je suis sur Instagram et je vois souvent tes réels sortir et je trouve que ton grain de folie, ta joie, ta féminité, ta bonne humeur, ton dynamisme est toujours bon à prendre. Enfin, moi, je sais que ça me fait soit très rire. Je pense au réel que tu as sorti, il me semble, hier, qui est en lien avec le concours de Womanizer, Ouais. ou encore très émotionnel, où le premier réel que j'ai vu de toi, c'était tu parlais de la féminité avec les cheveux courts, et ça m'avait beaucoup touchée. Donc, je tenais vraiment à te remercier, donc de ma part, mais aussi de la part de nombreuses femmes qui peuvent te suivre aujourd'hui. C'est très gentil en tout cas, ça fait plaisir de voir que le travail, aide aussi les autres. Et puis que, les sujets abordés, aussi, peuvent impacter d'autres femmes et surtout, éventuellement leur donner de la force, parce qu'elles sont pas toutes seules, dans ces cas-là. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours depuis le moment où tu as été diagnostiquée jusqu'à aujourd'hui où tu es en rémission? D'accord. Par rapport au premier cancer ou au deuxième? Comme tu le sens. OK. OK, donc alors on va commencer par le 1er, hein, cancer de l'utérus, j'ai eu des douleurs, pelviennes, et du coup, j'étais voir mon gynéco qui m'a annoncé que j'avais un papillomavirus, mais que ce n'était pas forcément très grave. Ça faisait partie quand même des plus virulents qui existaient, mais que, on allait juste faire une petite conisation qui consiste à enlever le bout du col et que tout rentrerait dans l'ordre, après ça. L'opération se passe bien, je sors dans la journée et vient les analyses, donc de ce qu'on m'a enlevé et c'est, ce jour-là que du coup le médecin «m'annonce» entre guillemets, hein, parce qu'en fait il m'a simplement mis la feuille sous les yeux et c'est le moment où j'ai vu le mot tumeur que j'ai compris que j'avais un cancer.
Donc là, très clairement, ça a été un peu la débandade dans ma tête. Je me suis dit: «C'est pas possible, à 27 ans d'avoir un cancer et c'est pas possible que ça m'arrive à moi». Très clairement, c'était un peu ça. Je me suis posé 1 milliard de questions dans ma tête, ça a été très vite. Est-ce que je vais perdre mes cheveux? Est-ce que je vais mourir? Et cetera. Donc pendant que le médecin me parlait pendant près d'1 heure, je n'ai rien écouté. J'étais juste dans mes pensées et donc complètement perdue. Suite à ça, on va dire la chance que j'ai eue, c'est que ce cancer-là était que chirurgical. Donc j'ai subi des opérations, mais je n'ai pas eu de chimiothérapie, donc je n'ai pas eu, besoin de j'ai pas perdu mes cheveux, ni quoi que ce soit. Par contre, j'ai quand même perdu mon utérus, donc ça pèse dans la balance. Ça a été très compliqué de l'apprendre en tant que femme, hein, évidemment. À 27 ans, savoir qu'on ne peut plus porter, d'enfant, c'est très compliqué, surtout qu'on est dans une société où on nous apprend qu'être maman, bah, c'est la normalité des choses. On joue à la poupée quand on est petite, donc se dire qu'on n'aura jamais vraiment notre bébé, on va dire le sien à soi, hein. Il y a l'adoption évidemment qui existe, mais le fait de pas pouvoir sentir son enfant grandir dans le ventre, ça a été terrible comme nouvelle. De là, c'est vrai que tout de suite, je me suis plus sentie femme. Je me suis même demandé si je servais à quelque chose sur cette terre puisque, on va dire la chose, primaire qui fait qu'on est ici, c'est la reproduction, hein, c'est le plus simple à faire normalement et donc c'est vrai que j'avais cette sensation de ne plus servir à rien, de même, convoiter un homme, je me disais: «Pourquoi lui faire subir ça?» Enfin voilà, ça a été un gros travail sur moi. J'ai compris que finalement être une femme, ce n'était pas être mère et qu'on pouvait être aussi mère de différentes manières sans avoir d'enfants. C'est-à-dire que rien que partager, des idées à des enfants, ça pouvait aussi avoir un côté très maternel. C'est pour ça que maintenant je vais aussi, dans les lycées et tout ça pour faire de la prévention là-dessus. Suite à ça, donc j'ai commencé à reprendre une vie plus ou moins normale. J'avais rencontré quelqu'un, tout ça et vient l'annonce du deuxième cancer. Jackpot pour Vivi, voilà et donc là, cancer du sein, sauf que cancer très agressif, de stade 3, c'est un triple négatif et voilà, c'était pas de la rigolade quand on me l'a annoncé. On m'a bien fait comprendre que, ça allait être, compliqué pendant plus d'1 an, enfin 1 an, voire plus, en fonction des résultats et ce qui était très bizarre, c'est qu'à ce moment-là, pas une seule fois, comparé au premier, je me suis demandé si j'allais mourir ou pas. Je me suis juste dit que j'allais passer une mauvaise période, mais que j'allais m'en sortir, j'étais persuadée de ça. Donc de là, tout va très vite, hein. On vous annonce ça, ça va extrêmement vite, les rendez-vous, tout ça. On fait la première chimio et puis, au bout de la première, enfin 2 semaines après cette première chimio, on commence à perdre des cheveux. Donc on n'a même pas le temps de réaliser que ça se voit déjà sur nous. De là, malheureusement, mon fiancé m'a quittée 1 mois avant le mariage. J'ai dû arrêter de travailler parce que j'étais auto-entrepreneuse et que j'avais pas la force pour. J'ai dû déménager parce que du coup, suite à la séparation, j'ai dû rentrer chez mes parents. J'ai perdu des amis. En fait, j'ai un peu tout perdu à ce moment-là, sauf ma famille, hein, qui est restée très proche de moi et qui m'a beaucoup aidée. Et en fait, c'est là que je me suis dit: «Bah, je vais commencer à l'expliquer sur les réseaux» parce que c'est vrai que, personne ne parle de la maladie. Quand j'ai voulu aller voir un petit peu ce qui se passait, vraiment de chez soi et les choses réelles de la vie, bah, personne n'en parlait. Donc je me suis lancée et à contrario, pendant que j'étais en train de tout perdre et ben, il y a beaucoup de monde qui sont arrivés sur les réseaux, à me suivre et c'est là que l'engouement a pris et sans que je le veuille vraiment, hein et voilà et du coup, ça m'a créé des opportunités et j'en suis très fière aujourd'hui parce que je me dis que finalement cette maladie, m'a permis d'évoluer, que ce soit professionnellement ou même dans ma tête. J'ai compris beaucoup de choses, notamment que la vie était précieuse, que maintenant je voulais vraiment faire des choses qui me ressemblaient, que je ne voulais plus perdre de temps et que surtout, bah, maintenant que j'avais, une communauté assez grande, faire passer des messages, qui me paraissaient très importants et qu'on oublie, assez fréquemment, je trouve, dans notre société. Voilà. Eh ben, merci déjà de nous avoir, parlé de ton parcours et bravo à toi, parce que, c'est jamais simple, d'apprendre une nouvelle, autant qui va on sait chambouler notre vie et d'avoir, quand même trouvé la force, d'avancer, continuer, puis de faire, ce que tu fais, bravo à toi. Et du coup,
Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans le processus de rémission, tant physiquement qu'émotionnellement? Alors, moi, j'étais pressée, d'entendre ce mot rémission parce que justement, plus de traitement, un peu plus libre, on va dire. On est moins on n'est plus enchaîné à l'hôpital Mmh. et bizarrement, ce qui m'a le plus surprise, c'est que j'étais complètement en dépression. Voilà. D'accord. Je m'attendais absolument pas à être très mal, à ce point-là. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Ça a été hyper, compliqué de se retrouver, seul face à soi-même parce qu'en fait, du jour au lendemain, le corps médical, vous lâche un peu dans la nature. Et en plus de ça, on a la peur que ça revienne, hein, parce que je veux vraiment qu'on pose le mot là-dessus. Rémission ne veut pas dire être guéri. Une personne qui a eu un cancer n'est jamais vraiment guérie. On a toujours des risques de retomber dedans et donc vivre avec cette, épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est assez compliqué à gérer émotionnellement. D'autant plus qu'après on se dit: «Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a envie de faire, avec cette nouvelle vision de la vie? Par où on commence? Est-ce que je peux rencontrer des gens? Mais alors, ils vont me demander pourquoi j'ai le crâne rasé encore parce que les cheveux ça repousse pas du jour au lendemain». Oui. Donc c'est énormément de questions qu'on se pose, même sexuellement, j'ai envie de dire, voilà, moi je me suis fait opérer, mon sein n'était pas normal comparé à l'autre qui était, à l'époque, naturel. Mmh. Donc là, bon, j'ai fait les 2 par prévention. Donc maintenant, on va dire que c'est un peu plus équilibré, mais c'est pareil, en fait. Se mettre à nu avec des cicatrices et tout ça, on se pose, beaucoup, beaucoup de questions. Donc c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte que la rémission, personne n'en parlait et personne nous disait que ça allait être très dur comme ça, psychologiquement. On se sent assez seul et ce qui est le plus dur, je pense, c'est que les gens n'ont pas connaissance de ce mot rémission. Mmh. Voilà, que encore une fois, on n'est pas guéri et qu'on a un petit peu excusez-moi le terme, hein, mais le cul entre 2 chaises. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui vont nous dire: «Bon, bah, ça y est, la maladie, c'est terminé, avance, va devant» et tout ça et puis il y a d'autres personnes qui vont dire: «Ouais, mais tu es sortie d'un truc pas facile, alors est-ce que tu devrais vraiment faire ça?» Donc déjà, nous, on n'est pas sûrs de nous et en plus de ça, on entend tout ça autour de nous. La société aussi, c'est un peu compliqué. Par exemple, pour faire des prêts à la banque, il faut passer tes 5 ans de rémission, sinon tu as pas le droit au prêt parce que, pour eux, tu as plus, enfin voilà, ils doivent plus enterrer que plutôt avoir un avenir. Donc c'est un peu compliqué de mettre tout ça en place et de revivre une vie, «normale» entre guillemets. Voilà. Donc ouais, je m'attendais vraiment pas à ça derrière. Mmh. Mmh mh. Je comprends ce que tu peux traverser. Ma maman étant en rémission et entre, on sait pas trop pour la suite pour l'instant, et c'est un peu, c'est sûr que c'est un peu compliqué parce que comme tu dis, du jour au lendemain, le corps médical est plus trop là, en fait. Donc on est un peu, bah, au milieu de l'océan à se dire: «OK, qu'est-ce qui se passe maintenant?» C'est ça et puis, même vis-à-vis des proches, c'est vrai que en fait, on n'est plus la même personne qu'avant la maladie. Mmh, Je ne sais pas si tu l'as vu avec ta maman, mais du coup, les proches doivent faire le deuil aussi de la personne qu'on était avant. mmh, Donc c'est assez délicat, ouais. c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Je le ressens beaucoup. Donc, autant les nouvelles personnes qui sont rentrées dans ma vie après, l'annonce du cancer n'ont pas su qui était ma maman. Donc ils comprennent pas forcément. Ils la voient et ils se disent: «OK, c'est super, elle avance». Oui, mais du coup, moi, j'ai une autre vision et c'est jamais simple comme tu dis, quand on est, les proches, quand on est les accompagnants puisque, on le vit pas dans notre corps, mais on le vit à travers la personne et on se dit: «Que doit-on faire?» Ouais, il y a un sentiment d'impuissance. Ouais, Exactement, ouais, ouais, exactement. très compliqué, ouais. Mmh. Et le moment où tu as appris que tu étais en rémission, ça a dû être quand même un moment assez, émotionnel qu'on t'ait dit: «Bon, bah, ça y est Victorine, c'est ta dernière chimio ou ta dernière», je sais pas si tu as fait des rayons. Pareil, ouais. Tu as fait des rayons, donc ta dernière séance avec nous. Comment tu as pu, voilà, comme tu disais, tu étais, voilà, seule, enfin, tu te sentais seule, tu étais en dépression. Comment tu as pu gérer cette transition au mieux pour toi? Alors, c'est vrai que quand on me l'a annoncé sur le moment, j'étais hyper contente, hein. On va dire la dépression est arrivée quelques semaines après parce que, c'est vrai que sur le moment, on a envie de croquer la vie à pleines dents, on va même un peu partout, trop vite, on est fatigué alors qu'on se dit: «Non, mais là, il faut que je profite». Donc on mélange un peu les 2 entre, vivre sa vie pleinement et cramer la vie par les 2 bouts. Donc ça, il faut faire hyper attention à garder un équilibre là-dessus. Moi, pour la petite histoire, malheureusement, c'est que moi,
2 jours après l'annonce de rémission, j'ai appris que ma grand-mère avait un cancer généralisé. Voilà, donc finalement, j'en ai pas profité tant que ça parce que je me suis dit: «Ah, enfin, moi, je m'en sors et puis maintenant, c'est quelqu'un d'autre de ma famille qui est dedans». Voilà, donc c'est toujours délicat. Après, c'est vrai que je suis quand même très contente d'être sortie, de tout ça, hein. Ça, je vais pas m'en plaindre, mais c'est toujours délicat, on va dire, en tout cas la première année. Là, je commence à sortir du truc, ça va faire 2 ans et demi, hein, quand même, heu et je commence seulement à me sentir mieux. Mmh. Donc ça dure un certain temps quand même, hein. Beaucoup de Mmh. travail, personnel, d'introspection. J'ai été voir quand même des de j'ai fait de l'hypnose, humaniste. J'ai été voir, des sophrologues et cetera pour, vraiment, m'aider à enlever toutes ces peurs, hein, en fait, hein, Mmh. qui étaient là, qui m'empêchaient de vivre alors que j'avais envie de vivre. Donc c'est assez délicat. On va dire que ce qui est bizarre, c'est que, bah, quand on est malade physiquement, bah, il y a on va dire qu'on est pris en charge, bah, par des médicaments, et ça se voit, en fait, à l'image. Alors que psychologiquement, c'est quand même beaucoup plus dur de travailler là-dessus, quoi. Mmh. Donc toujours se laisser du temps, finalement. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire et du coup, le concept de rémission, c'est un peu perçu différemment pour chacun. Comme tu dis, hein, tu l'as vécu, heu, bah, bien, puis après ça a été, compliqué. Mais pour toi, du coup, qu'est-ce que ça signifie réellement vivre en rémission? Alors pour moi, être en rémission, c'est d'être dans une case que personne ne connaît, même pas nous. On est, complètement à l'aveugle, dans ce moment et c'est vrai que les émotions se mélangent parce qu'il y a des moments où on va être très heureux de pouvoir croquer la vie à pleines dents et de l'autre, il y a cette peur que tout s'arrête d'un coup, encore une fois. Donc ouais, cette rémission finalement, c'est assez chaotique. Il faut arriver à pas perdre le fil. En fait, tout est une question d'équilibre. Pour moi, la rémission signifie vraiment trouver son équilibre après Mmh. tout ça. Voilà. C'est un travail, constant, heu, pour savoir vraiment ce qu'on veut, ce qu'on et comment ressentir les choses, sans trop les prendre à cœur et en même temps, profiter de la vie. Voilà. C'est vraiment assez, c'est assez délicat, hein, à expliquer. Je vois. Je peux comprendre et en même temps, pas comprendre puisque, je le vis à travers quelqu'un, mais je ne peux pas le comprendre parce que je ne le vis pas personnellement. Donc, je vois ce que tu veux dire et du coup, tu as écrit 2 livres, Oui, heu, dont un qui s'appelle «Vivre en rémission». oui. Heu, c'est tu expliques un petit peu, tout ce parcours et comment pour toi c'est la rémission dans ce livre? Alors, en fait, ce livre-là, c'est pas du tout, une autobiographie, comme j'ai pu le faire dans le premier. C'est vraiment un guide, hem, parce qu'en fait, je me suis aperçue, vraiment que personne parlait de cette rémission et de toutes les problématiques liées à celle-ci. Donc je me suis dit: «Mais pourquoi pas écrire un livre en expliquant vraiment toutes les problématiques qu'on peut avoir?» Faire comprendre aux gens que c'est normal de passer par ces étapes-là, parce que moi, j'ai été surprise la première. Mmh. Et ensuite apporter des solutions que moi j'ai trouvées avec des thérapeutes ou non. Pareil, il y a des petits conseils pour les proches, parce que des fois on ne sait pas aborder certains sujets. Moi, ma famille ne savait même pas que j'avais encore de la fatigue, chronique, Mmh. qui est vachement handicapant et c'est vrai que du jour au lendemain, je peux être très fatiguée et pas sortir du lit de la journée parce que trop fatiguée, quoi. C'est vrai que les chimios restent des années et des années dans le corps, c'est pareil, hein, tout ce qui est mémoire, on a, du mal à trouver nos mots, à se rappeler de certaines choses, on a vraiment l'impression d'avoir une mémoire de mamie, en fait et tout ça, il faut le retravailler. Il y a des techniques qui existent pour les travailler, pour aller mieux, voilà et en fait, je voulais mettre en lumière vraiment tout ce qui pouvait être, bénéfique, pour avancer là-dedans. Parce que l'objectif, c'est vraiment, en fait, de retrouver, une vie où on se sent bien. Mmh. Voilà. Donc vraiment dans ce livre, j'ai essayé de réunir au maximum avec mon expérience évidemment. Je ne suis pas médecin, mais j'essaye de proposer des choses. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui m'ont aidée, qui ont carrément des pages pour expliquer comment ils fonctionnent, quelles sont leurs techniques, que ce soit l'hypnose humaniste ou des choses comme ça.
Et en fait, comme ça permet d'être plus clair et peut-être de trouver aussi, des thérapeutes qui font la même chose, autour de soi pour s'en sortir, si on a besoin d'aide évidemment. Et aussi les petites techniques, comment arriver à se coiffer avec cette repousse qui est infernale. Le make-up aussi, comment faire repousser ses poils, hein, parce que bon, c'est bien beau, hein, les cils et tout ça, les sourcils, c'est plus du tout la même pilosité qu'avant. Et surtout aussi, comment accepter son corps, son nouveau corps. Mmh. Et même dans l'intimité, ça j'en parle aussi, hein, j'aborde le côté sexuel qui est hyper important pour moi, je trouve, dans notre vie, hein. Voilà, donc et puis le travail aussi. La reprise au travail, ça peut être, une grosse problématique parce que Mmh. forcément un trou de 1 ou 2 ans dans le CV, et puis des entreprises qui se disent: «Bah, peut se foutre en arrêt du jour au lendemain». Voilà, expliquer que, finalement, on a quand même le courage de reprendre le boulot donc si on a la niaque pour, reprendre, enfin voilà, il faut voir aussi le côté positif du fait que, une personne malade a l'envie et l'ambition de reprendre. Donc ça peut être aussi quelque chose de très bon, professionnellement. Mmh. Il faut arriver à se faire confiance. Voilà. Je vois très bien, ce que tu as pu, traverser, du coup, après tout ça et merci d'avoir écrit ce livre, et comme tu dis, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de choses, je dirais même, quasi inexistantes sur le après la maladie, sur le après le cancer et merci beaucoup de l'avoir fait, d'avoir eu cette idée de le faire. Écoute, je t'en prie, je t'avoue que c'est moi j'aurais aimé l'avoir pendant. Voilà, Je donc je me dis: comprends. «Je l'ai pas eu». J'espère que ça pourra aider les femmes ou les hommes aussi, hein, qui sont, qui ont vécu la maladie et aussi les accompagnants. Il faut vraiment se dire que ce livre aussi, il est fait pour les accompagnants, pour mieux comprendre aussi ce qu'on peut penser et puis il y a toujours des petits conseils, des petites choses à proposer à la personne, voilà, que vous connaissez, des petits tips Mmh. pour aider à avancer tout ça. Donc Et bah, merci beaucoup de l'avoir fait. pas bien. Je sais que, il va être, sûrement, au pied, du sapin cette année. Hem, du coup, tu as parlé, voilà, dans ton livre, que tu disais que tu parlais, voilà, le rapport au corps, à sa féminité. Mmh. Comment le cancer et la rémission ont-ils modifié ton rapport à ton corps et à ton image de toi-même? Alors, c'est très paradoxal ce que je vais dire, mais en fait, plus on m'a enlevé d'attributs féminins et plus je me suis sentie femme. Mmh. C'est-à-dire que, la meuf, elle a plus d'utérus, elle a plus ses vrais nids-bas, elle avait plus de cheveux et pourtant, je me suis dit: «Mais c'est pas ce qui me définit finalement». C'est pas ça, c'est bien plus profond que ça, c'est être femme, c'est se sentir femme et en fait, c'est en ayant tout perdu que j'ai compris ça. Alors après, c'est hyper délicat à expliquer parce que je pense que c'est vrai que si on ne perd pas tout ça, comment l'exprimer? Mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti en tout cas et j'aimerais faire comprendre, aux femmes justement avec un sein ou pas d'utérus ou pas de cheveux ou une calvitie, enfin une alopécie, voilà, que ce soit cancer ou pas cancer, c'est ce qu'on est, c'est comment on agit, la gestuelle. C'est ça en fait. On peut être, on va dire la plus belle des femmes ne se sent pas féminine, ne sera pas féminine. Mmh. Ouais, c'est alors je pourrais pas dire que c'est, comment j'ai perdu le mot, hem, que c'est, que dans la gestuelle, c'est D'accord. comme si, c'était, on se l'était approprié. C'est Mmh. comme si on s'était approprié notre féminité, on avait compris qu'on avait ça en nous et qu'on peut s'en servir si on a l'envie, et que ça se ressent, en fait. Mais c'est un peu comme tout, hein, parce qu'on parle de féminité, mais on peut parler de joie, de pareil, en fait. Ça se ressent, tu vibres ce que tu es. Donc si tu es quelqu'un d'heureux ou même un exemple que tout le monde peut connaître quand on est amoureux. Quand on est amoureux et d'ailleurs, il y a un exemple très concret, c'est que, comment on explique que, quand on est célibataire, on n'a personne, pas de mec qui nous court après et cetera. On rencontre le bon, on est amoureuse, là, il y en a une dizaine qui arrivent. Voilà, c'est exactement ça, c'est parce qu'on émane l'amour, on donne envie, voilà et cetera et c'est ce qui se passe et c'est pareil pour cette féminité, en fait. Mmh. Je vois, je vois. On incarne en fait cette féminité et elle est c'est plus elle et nous, c'est nous quoi, C'est ensemble. c'est ça, tout à fait, ouais.
Et j'irais même plus loin parce que l'important finalement, c'est pas vraiment la féminité, parce qu'on a aussi, une part masculine, hein, en nous, qui est importante. Je pense ce qui est le plus important finalement, c'est d'être humain et vivant, tu vois? Mmh. C'est ça qu'il faut incarner surtout. Totalement et tu l'incarnes très bien. Je vois des fois Merci. tes stories, où, tu incarnes cette joie et tout à l'heure tu nous disais que, tu sors tout juste, de d'un peu ce mal-être que tu as pu vivre, du moment de ta rémission jusqu'à aujourd'hui et bien sache que, en tout cas pour moi, quand je vois tes stories ou tes réels, je vois une femme très joyeuse, qui a l'air d'être heureuse dans sa vie et j'adore ton énergie donc je dirais juste continue comme ça. Mais c'est gentil. Après, hein, tu sais, il faut faire attention sur les réseaux. On montre aussi ce qu'on veut. Moi, j'ai toujours, voulu être franche et c'est pour ça que j'ai montré aussi ce qui n'allait pas, hein, pendant la Mmh. période où ça n'allait pas. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je me sens en fait, j'ai toujours voulu être heureuse et je me demandais comment faire pour être heureuse et finalement, je me suis posé la question. La plupart des gens, pour être heureux, bah, ils veulent, une vie de famille, ils veulent un mari, des enfants, ils veulent avoir une maison ou, avoir plus d'argent ou voilà. Et finalement, tout le monde, reste sur ce verbe avoir, alors qu'en fait, il faut être. Et ça m'a interpellée. Je me suis dit: «Mais alors comment être heureuse vraiment?» Et en fait, je me suis dit que finalement, pour moi, c'était vraiment le fait d'être en paix. Parce qu'on ne peut pas, hem les expériences qui arrivent dans notre vie, on ne peut pas les gérer, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Mmh. Mais par contre, si on reste toujours en paix avec ça, et ben, on aura toujours ce truc de: «OK, bah, ça me fait pas grand-chose finalement». Il y a un malheur qui arrive, je la reçois, j'ai une émotion qui est là, mais j'arrive à rester dans cette observation et me dire: «Bah, OK, c'est là, mais moi je suis toujours vivante, je respire toujours, alors certes, ça va peut-être être plus difficile, mais je reste sur un truc un peu linéaire émotionnellement» et c'est ce qui m'a vachement aidée finalement. Donc heu, donc je souhaite à tout le monde de trouver cet équilibre parce que moi ça a été, fastidieux pour le trouver et maintenant que j'ai compris ça, je suis très contente. Voilà. Je comprends, je comprends totalement. Ça c'est je pense quelque chose qui, de toute façon qu'il faut, expérimenter dans la vie. On peut pas le trouver d'un claquement de doigts, cet équilibre et c'est quand on en a vraiment conscience, je suppose qu'on le vit. Bah, en fait, il y a une chose qui est sûre, c'est que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, tu ne peux pas le maîtriser, mais par contre, tu as toujours le choix de ce que tu veux en faire. Donc à partir du moment où tu as l'envie d'aller mieux, tu y arriveras. Donc ça après, pour le trouver, si tu as l'envie, tu trouveras quelque chose pour t'aider. J'ai rien à rajouter. Voilà, Voilà. tout est dit. Merci d'avoir dit, Sophie. Je le répète souvent autour de moi donc parfait, voilà. Durant ton parcours, est-ce que tu as parfois ressenti, un peu ce syndrome du survivant, cette culpabilité, ressentie par certaines personnes en rémission lorsqu'elles voient d'autres souffrir encore de certaines maladies? Ouais, bah, bien sûr. Moi, ce qui a été le plus dur, c'est, quand j'ai vu des amis, bah, que j'ai rencontrés, hein, qui avaient le même parcours que moi, mais qui ont rechuté et qui s'en sont pas sortis. J'ai eu cette culpabilité de pourquoi moi j'ai le droit de vivre et pas elles. Et ça a été très, très compliqué à gérer. C'est là que j'ai commencé à faire ces crises d'angoisse et en fait, je me suis dit: «Il y a une problématique à soulever en toi. Pourquoi tu culpabilises de vivre?» Et en fait, ça a été beaucoup plus loin quand, j'ai regardé, justement, tout ça. Ça date même de mon enfance et tout ça, alors, bon, je vais vous raconter un petit peu la petite histoire, mais en gros, moi, ma mère, quand elle était, enceinte, finalement, j'avais un jumeau. Voilà. Que ma mère, en fait, elle avait perdu du sang, elle s'était jamais rendue compte, enfin, je veux dire, elle n'a jamais su qu'elle avait des jumeaux, mais finalement, en repoussant avec de l'hypnose et tout ça et puis des choses qui reviennent aussi, très enfin, assez régulièrement, je me suis rendue compte que j'avais donc un frère jumeau qui était avec moi et qui m'a laissé tomber pendant, cette période et il faut pas croire, mais même dans le ventre, en fait, les bagages commencent à être là pour la suite
et je culpabilisais qu'ils partent et pas moi. Donc en fait, ça m'a recréé une émotion qui était liée à un passé très, très, très lointain, mais qui était quand même là. Donc en fait, toutes les problématiques finalement qu'on a en soi de culpabilité, de machin, et cetera, elles y sont là pour quelque chose. Maintenant, c'est à nous de travailler pour comprendre que non, en fait, tu es légitime de vivre comme tout le monde. On n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous le même corps. Donc, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit d'être déçu de vivre encore. Voilà. Et donc là, ma réflexion, du coup, elle a changé par rapport à ça. Et au lieu de culpabiliser pour elles, je me suis dit, bah, elles n'ont pas pu le faire, mais je vais le faire doublement pour elles. Mmh. Tu vois? Et en fait, c'est en switchant sa façon de penser que tu y arrives. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce qu'on peut toujours, encore une fois, changer les choses dans notre esprit. Ça n'appartient qu'à nous, en fait. On est maître de ça. Et ça, je tiens à le préciser, vraiment, tout le monde peut le faire. Totalement. Voilà. Donc, C'est incroyable. Et enfin, je veux dire, le fait de faire déjà un état des lieux de son état d'esprit, c'est très important. Et comme tu dis, on peut pas tout contrôler dans la vie. Ce qui va nous arriver, on peut pas le contrôler. Par contre, on contrôle le fait de réagir, on peut contrôler ses pensées, on contrôle le fait de rester ou non dans une situation qui nous correspond ou pas. Et ça, c'est des choses qu'on peut contrôler parce que ça nous appartient, nous. C'est dans notre tête, c'est nos choix, nos décisions. Et donc, comme tu dis, parfois faire le switch, ça permet de changer de perspective, de mettre d'autres lunettes et de se dire OK, je vois les choses différemment aujourd'hui, quoi, et je peux avancer et sortir de ce schéma. Totalement. Et ça, je pense que c'est le plus dur à faire, d'avancer là-dessus et de switcher. Parce qu'attention, je dis pas que c'est simple, je dis juste que c'est possible. Voilà. Mais en tout cas, on a toujours le choix de ça. Moi, je sais que j'ai horreur de souffrir psychologiquement, physiquement, donc j'essaye toujours d'aller en introspection pour comprendre cette émotion, elle est là pour quelle raison, et comment je peux y remédier, et comment je peux changer les choses, et qu'est-ce que je me dirais si j'étais ma meilleure amie finalement. Mm. Et tout ça, ça m'aide à penser, on va dire, plus positivement, et puis à moins souffrir aussi. Mm. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et il y a quelques jours, justement, c'était alors, par rapport à l'interview, quand vous allez l'écouter, on est au mois de septembre, mais du coup, avec mon chéri, on parlait justement que souvent, quand on a une forte émotion, qu'on réagit beaucoup, qu'il y a quelque chose, voilà, comme toi, le syndrome du survivant, souvent, c'est jamais parce qu'il s'est passé ça à ce moment-là, c'est souvent lointain, il y a souvent une cause beaucoup plus lointaine et souvent ça remonte quasi tout le temps à l'enfance parce que c'est là où on va créer un peu notre qui on est, notre personnalité et comme tu dis, hein, même dans le ventre de notre mère, il y a des choses qui s'incarnent en nous, il y a des bagages émotionnels, il y a des choses qui viennent s'ancrer et qui parfois on les traîne très longtemps sans le savoir, tout simplement parce que comment on pourrait se rappeler ce qui a pu se passer dans le ventre de notre mère. Et comme tu disais, il existe des techniques justement pour aller découvrir et après travailler dessus pour C'est ça. les libérer, les guérir, quoi. Exactement. Puis toujours poser la question aussi à votre maman, si elle est toujours là, de savoir comment ça s'est passé, parce que du coup, vous pourrez peut-être aussi avoir des réponses sur vos problématiques actuelles. Totalement. Je Mm. suis totalement d'accord avec toi. Du coup, quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés pendant et après le traitement et comment tu as trouvé la force de les surmonter? Alors, moi, ça va être le plus grand défi que j'ai eu pendant la maladie, c'était ma rupture amoureuse. J'ai plus souffert de ma rupture amoureuse que de mon cancer. C'est horrible, hein, ce que je dis, mais en fait, il y a pas de degré à la souffrance. Ça a été le cas et je pensais jamais m'en relever et finalement avec, beaucoup de travail, heu, sur moi, sur cet abandon, en fait. C'était une problématique d'abandon pour moi, sur laquelle j'ai travaillé et finalement aujourd'hui je suis très heureuse. Mais ouais, je dirais que ça a été le plus dur pour moi, c'était d'avoir été abandonnée à ce moment-là. Mais c'est aussi ma plus belle chose parce que sans cette rupture, j'aurais jamais compris que j'étais là pour moi-même, hein, et que j'étais jamais abandonnée.
Parce que finalement, en me quittant, j'ai réussi à guérir cette blessure d'abandon que je n'aurais pas guérie en temps normal. Mmh. Donc finalement, avec beaucoup, beaucoup de recul, c'est quelque chose de très bien pour moi, alors que c'était la chose qui m'a fait le plus souffrir. Mmh. Mm. Je vois très bien. Merci d'avoir fait ce partage avec nous. Et parfois, on se dit, parce qu'elle a vécu une maladie, ça va être sa maladie. Mais en fait, on est très loin de la vérité parce que la maladie, parfois, ça emmène des autres expériences dans notre vie et c'est là où on se rend compte que il y a des autres choses qui sont à travailler, qui sont à guérir plus profond. Bah, c'est ça, hein. De toute façon, généralement, je le dis beaucoup, hein, mais c'est dans la souffrance qu'on apprend le mieux, malheureusement. Parce que du coup, ça reste en mémoire, parce qu'on ne veut pas ressouffrir, donc forcément, on apprend beaucoup de ses erreurs, enfin de ses erreurs, ou du moins de ce qu'on a vécu dans notre vie. Donc ça, c'est hyper important en fait à mettre en place. Maintenant, il y a ceux qui veulent en tirer des leçons et ceux qui veulent aussi rester dans cette noirceur Hum, que je leur souhaite pas. Voilà. En fait, moi, je veux juste, en fait, mon message principal, on va dire, que ce soit sur les réseaux et tout ça, je veux faire comprendre aux gens qu'ils ont ce choix, en fait. Et ça, personne ne peut leur enlever. Pourtant, il y a beaucoup de choses qu'on n'a plus le droit de faire dans la société, etc., qu'on nous dicte un peu, voilà, pas s'habiller comme ci ou comme ça, ou ça fait. Il y a beaucoup de jugements partout, mais il y a un truc qui est propre à chacun, c'est le choix qu'on veut faire de ces expériences de vie et ce qu'on veut en tirer. Voilà. totalement, totalement d'accord avec toi. Aujourd'hui, tu es en rémission et comme tu dis, donc que ce soit sur les réseaux ou autres, tu voudrais faire passer des messages, mais tu es quand même un modèle pour beaucoup de femmes qui te suivent. Euh, Ça me fait rire ce truc-là parce que si elle savait, le modèle, enfin, enfin voilà, je suis pas quelqu'un de facile à vivre aussi au quotidien. J'ai mon petit caractère, tout ça. Enfin voilà. Encore une fois, moi, j'aime bien montrer tout ça sur les réseaux, expliquer tout ça, mais faut pas me prendre comme modèle non plus, quoi. Je peux inspirer un petit peu peut-être, mais faut pas me copier. Alors, copions pas tout ce qui n'est pas sain et bon, mais c'est vrai que tu es suivi par énormément de personnes. Alors, je n'ai pas été voir si tu avais plus d'hommes que de femmes, mais bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes dans ta communauté. Quel conseil ou message d'espoir aimerais-tu donner aux femmes qui actuellement luttent contre le cancer? Alors moi, il y a un conseil qui m'a été donné à ma première chimio. Et ça a été, enfin, je me revois en fait arriver, dans cette salle d'attente où il y avait plein de petits papis mamies. J'étais du côté de Lille à l'époque et ils parlaient un peu tous entre eux. Ils se connaissaient déjà parce qu'apparemment ils venaient régulièrement, enfin déjà un peu avant et puis moi je suis arrivée, ils m'ont vue arriver. En plus j'avais les cheveux longs, tout colorés et tout ça. Ils m'ont dit: «Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais là toi?» et tout. Je fais: «Ouais, je sais, mais c'est comme ça, c'est la vie, hein, va falloir, voilà». Et il y a une petite mamie qui m'a pris par la main et qui m'a dit, «Tu sais quoi? Le plus important, c'est un jour après l'autre. Oublie jamais ça». Et en fait, ça peut paraître très anodin comme conseil, mais ça m'a tellement aidée. Parce que quand on nous annonce ça, on se dit qu'il y en a pour, allez, minimum 1 an de traitement, si c'est pas plus. Et en fait, on a l'impression de jamais y arriver, de jamais arriver au bout. Mmh. Quand on pense à cette durée, à la souffrance, moi je me souviens, la première chimio, j'ai tellement souffert physiquement que je me suis dit: «Comment je vais faire? Comment je vais faire pendant des mois et des mois avec ces chimios?» Franchement, j'ai eu un passage dans ma vie où je me suis demandé si j'allais pas mettre fin à mes jours parce que c'était pas possible. Puis j'avais un peu perdu. Et en fait, je me suis rappelée de cette dame qui me disait: «Mais un jour après l'autre». Et en fait, finalement, elle voulait dire: «Vis le moment présent». C'est-à-dire que même le moment où je souffrais, je me disais: «Mais Vic, tu peux encore regarder ta mère et lui parler. Mmh. Tu peux encore respirer. Tu peux encore tenir la main à tes sœurs. Tu es encore là, en fait». Et je pensais à ce moment présent en disant: «Physiquement, tu es présent. Alors oui, tu es en train de souffrir. Ça va passer parce que tout bouge, en fait. Tout est mouvement sur cette terre. Rien n'est figé. Oui. Donc sois juste patiente avec ça, aujourd'hui du moins. Demain, tu verras».
Voilà. Et en fait, ce jour après l'autre s'est transformé en vraiment en vie le moment présent. Et je crois que j'ai jamais été aussi vivante qu'à ce moment-là. Parce que même en rémission, on pense déjà à ce qu'on va faire après, etc. On commence à se stresser de voilà des questions après. Sauf que quand on est malade et que j'avais ce conseil qu'on m'a donné, et ben en fait j'étais vivante parce que je vivais vraiment l'instant présent à chaque fois. Et ça franchement, c'est le meilleur conseil que j'ai eu, donc voilà, je le redis: «Vivez le moment présent et un jour à la fois». Voilà. Bah, merci beaucoup pour ce conseil. C'est un super conseil, que tu nous donnes. Hem, donc comme on disait tout à l'heure, tu as écrit 2 livres, donc un qui parle de la rémission et Oui. un premier où, Alors oui, le 1er en fait, c'est une autobiographie où je parle en fait, à peu près un petit peu avant le premier cancer, et j'explique un peu mon parcours. Alors il y a la maladie forcément parce que ça fait partie de ma vie, mais pas que. Je parle aussi beaucoup d'amour, de mes bêtises aussi étant jeune, de ma compréhension, vis-à-vis de la vie, beaucoup de spiritualité aussi parce que ça fait partie, intégrante de ma vie. Avant je faisais des soins énergétiques, tout ça, j'étais là-dedans et ça marchait très bien d'ailleurs, mais c'est là que j'ai compris qu'en fait, avant d'aider les autres, il fallait s'aider soi-même. Donc voilà. Mais du coup, ça parle aussi de ça, de mon expérience de mort imminente aussi parce que j'ai failli rester à un moment donné. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses dans ce livre, mais notamment un message très important qui est en fin de livre du coup, mais que je ne dirai pas, je ne voulais pas vous spoiler. Mais voilà, j'essaye de faire passer, ce que j'ai compris du moins. et bah, voilà, c'était, voilà ce que je voulais, t'emmener, à dire, savoir, un petit peu, sans nous spoiler, voilà, quel était le message. Donc merci, de nous en avoir fait part. Hem, Bien sûr, pour toutes les personnes qui se demandent où trouver ces livres, je vous mettrai les liens en description de cet épisode, ne vous inquiétez pas. Hem, Par rapport, voilà, à la peur de la récidive, Mmh. qui est une réalité, hein, pour beaucoup de personnes en rémission, comment toi tu gères cette peur au quotidien et comment tu parviens à vivre pleinement malgré tout? Alors comme on dit, hein, la peur n'évite pas le danger, donc en fait, les choses si elles doivent arriver, elles arriveront à nouveau. Maintenant, c'est toujours délicat à gérer, hein, parce que c'est vrai que c'est un gros stress dès qu'on sent une boule, tout de suite ou même si on a mal quelque part, on se dit: «Ça y est, on repart là-dedans». Hem, Encore une fois, moi j'ai cette technique, de respiration en fait que je mets en place dès que je commence à paniquer là-dessus. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça, je vais vraiment me poser, inspirer et expirer pour avoir conscience qu'actuellement je suis en vie, que je suis en bonne santé, qu'on m'a rien annoncé. Et tant que j'ai pas le verdict ou ce que c'est et cetera, ça sert à rien que je perde mon temps à psychologiquement être mal. Mmh. Parce que du coup, ça m'enlève un temps qui est quand même précieux, je trouve. Donc j'essaye de me focaliser là-dessus, sur le fait que je sois quand même bien physiquement et cetera. OK, bah, si je dois faire une analyse ou quoi, je vais y aller. On a toujours un peu l'appréhension, hein, quand ça arrive. En plus, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois derrière. Mais à chaque fois, en fait, c'est ça, hein, c'est qu'on peut pas en fait, c'est ça, c'est qu'on a, ces croyances, cette projection qu'on fait très régulièrement, hein. On projette toujours ce qui va se passer, alors que ça ne se passera pas du tout comme on l'a projeté. Mais pour tout, hein, que ce soit, je sais pas, pour son mariage, ah, je voyais ça comme ça, finalement, ça n'arrivera absolument jamais. C'est impossible. Donc je me dis: «Mais arrête de te faire du mal avec ces pensées, que tu projettes comme ça, alors que tu n'es pas sûr de ça». Donc c'est compliqué à faire, mais rester encore dans cet instant T. Moi, je le fais avec cette technique de respiration pour revenir à soi, Mmh. au présent et cetera. Mais des fois, ça peut me prendre un bon quart d'heure quand même pour y arriver, même voire plus, hein, au début. Mais après à force de s'exercer, hein, c'est comme la méditation, tout ça, après ça devient un peu plus facile, on va dire, à gérer.
quand ça Mmh. arrive. Ouais. Mais Je c'est bien. Enfin, moi, encore aujourd'hui, ça m'arrive d'y penser, hein. et ce qui est normal, et ce Ah qui est bah, totalement normal. c'est Parler de mariage, du coup, ça me fait penser un peu, à certaines stories que tu as pu faire, que ton chéri a pu, te préparer, des petites, surprises. Du coup, ça me fait penser à une question. Quelle place a joué le soutien, familial et social dans ta rémission? dans la rémission. Alors, ça a été hyper important, mais en même temps, ce qui est bizarre, c'est que j'ai demandé moins de soutien à ma famille par culpabilité. Parce que, en fait, ils avaient déjà fait tellement pendant la maladie que c'est vrai que j'osais pas forcément leur parler de mon mal-être après tout ça, de peur qu'ils ne comprennent pas. Finalement, la personne avec qui j'en ai quand même un peu plus parlé, c'est ma maman. Mmh mh. Mais c'est vrai qu'elle se rendait pas compte de tout ce que je pouvais vivre, après tout ça et je pense qu'en lisant ce deuxième livre là qui sortira en octobre, je pense que là, elle va en découvrir d'autres choses aussi, hein. Parce que c'est vrai qu'on culpabilise de mettre en stand-by toute une vie de famille. Moi, je vois pour mes frères et sœurs et cetera, alors ça nous a tous très liés, mais c'est vrai que tout tournait autour de moi. Donc c'était compliqué, de demander, de l'aide dans cette rémission. J'osais pas tellement. Par contre, je me suis fait de nouvelles copines, juste après ça, complètement barges et qui correspondent vachement bien à ce que j'émane de la vie maintenant, et du coup, c'était plus simple d'en parler avec des personnes qui n'avaient pas été là avec moi pendant le cancer, mais qui pouvaient éventuellement comprendre ce que je vivais, aujourd'hui et j'avais moins de mal à leur en parler. Après concernant, l'amour, alors c'est vrai que, moi j'ai mis beaucoup de temps avant de retrouver quelqu'un, hein, là c'est récent, ça fait quelques mois que je suis avec cette personne-là et pourquoi j'ai mis du temps? Parce que je savais ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Mmh. Et surtout, je sais que j'ai des problématiques, hein, liées, enfin, je veux dire, moi, il faut qu'on me prenne, sans enfant, Mmh. possibilité que ça récidive et tout ça, donc ça peut faire peur. Mais je voulais pas me contenter d'une personne qui accepte ça et que moi, je dois me contenter, bah, de ce qu'il est lui, alors que ça me correspond pas. Mmh. Juste parce qu'il accepte que j'ai eu tout ça, non. Donc ça a pris du temps. Mmh. Ça a pris du temps à ce que moi aussi, bah, en fait, je m'autorise à être avec une personne, heu, bah, qui me prenne comme je suis, mais qui moi aussi me plaise et corresponde à mes attentes. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que cette personne-là est top parce que, il écoute, mes peurs, mes besoins, voilà. C'est vrai que, tu vois, un exemple tout bête, hein, je devais me faire, enfin, je me suis fait opérer pour faire enlever l'autre sein par prévention. Et juste avant, l'opération, je devenais très distante avec lui. Mmh. Il comprenait pas pourquoi, il me dit: «Bah, qu'est-ce qui se passe?» et tout ça et puis je lui ai dit, je fais: «Tu sais, si tu veux partir, c'est maintenant». Il me dit: «Bah», il fait: «Bah, ça va pas ou quoi?» Il fait: «Tout va bien, je comprends pas pourquoi tu me dis ça» et en fait, je me suis encore une fois, introspection. Moi, vu qu'on m'a lâchée pendant la maladie et que j'ai pas du tout été accompagnée amoureusement, je parle, Mmh mh. pendant cette période-là, je me disais qu'il allait me laisser tomber après l'opération. Voilà, donc je prenais les devants pour essayer de le faire fuir avant et quand je lui ai expliqué ce que j'avais compris de ma façon de penser, bah, il a mieux compris et du coup, il m'a dit: «Non mais il y a pas de souci» et il fait: «T'inquiète pas» et puis on en a discuté et finalement il était très présent et il m'a bien aidée, mais il a bien vu que c'était une peur et que j'arrivais pas à le gérer. Mmh. Encore une fois, mais c'est la communication. Voilà et ça, il faut vraiment en parler parce que, même si ça faisait, 2-3 ans que c'était arrivé pour moi, bah, c'était encore là. Voilà. Totalement, Mmh. totalement. Les émotions viennent, se stocker, hein, dans notre corps et puis après elles, Ah ouais, c'est clair, faudrait inventer une machine pour laver tout ça là, ce serait bien. ouais, ça serait pas mal. On va aller déposer un brevet. Si tu devais retenir une leçon de tout ton parcours, quelle serait-elle et comment cette expérience a-t-elle changé ta vision de la vie? Oh là! Une leçon? Hem, c'est complexe, hein, comme question parce que il y a tellement de choses à dire. Je dirais qu'en fait alors je sais pas si je vais arriver à le dire, mais
finalement, ne jamais s'attarder sur ce qui arrive. En fait, quand une expérience de vie nous arrive, quand elle est mauvaise, je parle, Mhm. ne jamais s'attarder sur le fait que tout nous tombe dessus. Parce qu'en ayant énormément de recul, finalement, je le vis comme ça, hein, mais ça va être très dur ce que je vais dire même. Ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Mm. Parce que maintenant, je suis vraiment la personne que je devais être depuis le départ, que je ne Mm. m'autorisais pas à être. Mais avec la peur de partir du jour au lendemain, finalement, on se l'autorise parce que on se dit, bah non, on s'en fout des jugements, la vie elle est trop courte. Voilà. Donc ça a été vraiment le gros déclic pour moi. Euh, et donc ouais, la leçon que j'en ai tirée, c'est que finalement au départ c'est bouleversant, mais vraiment après, on en tire tellement de leçons finalement. Mm. C'est ça, moi ça m'a fait évoluer, mais un truc de fou, hein. Moi je suis pas du tout la même personne, pas du tout la même meuf, enfin, rien à voir, rien à voir. Et ça, et je me sens en paix, en fait, avec le l'être que je suis enfin et que je suis en train de devenir parce Mhm. qu'attention, ça va être sur toute une vie maintenant cette évolution, mais avoir conscience de ça, je pense que c'est, la plus belle chose qui ait pu m'arriver dans ce parcours, ouais. Mm. Eh ben, merci. Mmh. Merci d'avoir partagé ceci avec nous. Donc, on arrive sur la fin de l'interview. Donc, je tiens à te remercier, Victorine, pour tout ce que tu as pu partager avec nous. Je vous en prie. Tes conseils, ta bonne humeur, ton sourire et puis évidemment ton parcours puisque il reste vraiment très inspirant malgré tout et je vois euh, et je vois vraiment pourquoi les personnes, donc je dis les personnes puisqu'il y a des hommes qui te suivent, hein, mais surtout les femmes qui te suivent, t'admirent quand même, malgré, voilà, comme tu dis, il y a des choses qu'il faut pas prendre, mais tu es vraiment une belle personne et tu donnes envie voilà, de se dépasser chaque jour et d'atteindre ce que toi, tu peux vivre aujourd'hui. Bah, alors, c'est gentil. Tu flattes un peu mon ego, ça va pas du tout cette histoire. Non, non. Alors moi, j'aime beaucoup partager, mais je le fais vraiment pas dans le but d'être admirée ou quoi que ce soit. Je veux vraiment, parce qu'en fait, moi, j'aurais aimé que quelqu'un me dise ça et que voilà. Donc du coup, je partage ce que j'ai pas pu avoir comme conseil. Mais en tout cas, je suis très contente que ça puisse aider les femmes ou les hommes qui sont dans ce cas-là. Et je suis très très fière bah, du coup de faire ça aujourd'hui. Et j'espère continuer avec plein d'autres idées pour aider là-dessus. Voilà. N'hésite pas. N'hésite pas, les plein d'idées très drôles, des réels que tu peux faire. Le dernier m'a fait très rire. Je l'ai même Ah, partagé à mon chéri, donc il m'a vraiment, vraiment donné le sourire, le smile. Mais voilà, en tout cas, je voulais vraiment te remercier aussi de ton temps, d'avoir pris ce temps pour être là parmi nous aujourd'hui. Et bien sûr, je remercie toutes nos auditrices hein, et potentiellement nos auditeurs d'être là, de nous écouter et d'écouter le parcours de Victorine aujourd'hui. Et donc, moi, je vais vous dire à demain pour un prochain épisode et je vais laisser Victorine clôturer ce bel épisode en nous disant, bah, voilà, juste quelques mots si elle a envie de partager. ah ouais, la pression. Bah écoutez, je sais pas ce que vous faites, bon apéro. Non, je sais pas. Non, en tout cas, voilà, prenez soin de vous surtout, et faites-vous non, comment je pourrais dire ça? Faites de vous une priorité, pas malsaine évidemment. Moi, j'appelle ça de l'égoïsme positif, mais c'est en prenant soin de soi qu'on peut prendre soin des autres. Alors, priorisez-vous. Voilà ce que je veux dire. Et sinon, je vous fais des gros bisous et peut-être à une prochaine. Merci beaucoup, Victorine. À bientôt. Salut.